Lorsque l'on cherche à mieux consommer, changer de lessive constitue souvent l'une des premières étapes à franchir. Pourtant, il peut être assez difficile de s'y retrouver tant l'offre de lessive dite écologique est abondante. La marque En Moins vous propose une lessive vraiment écologique, à la composition saine, sans plastique et au prix juste. J'ai beaucoup aimé retrouver l'ensemble des ingrédients listés et expliqués sur leur site internet. On y apprend par exemple que le sel de carbonate d'origine minérale permet tout simplement de transformer les corps gras en savon dans notre lessive. La marque En Moins ne propose pas seulement de la lessive, mais une gamme complète de produits d'entretien fabriqués en France et vendus à des prix justes et raisonnables. Je vous invite à vous rendre sur leur site lamarqueenmoins.fr pour découvrir l'ensemble de leurs produits. Et grâce au code BASILIC, vous pourrez bénéficier de 15% de réduction sur l'ensemble de la gamme. Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Cette semaine, je reçois Julien Québec, fondateur du mouvement Slow Cosmétique. Julien est aromathérapeute et cosmétologue. Il est spécialiste des cosmétiques naturels et a créé, un peu malgré lui au départ, l'incontournable label Slow Cosmétique. Dans cet épisode, Julien revient sur son parcours, mais il se livre aussi sur sa vision de la cosmétique et de la beauté. J'espère que cet épisode vous plaira. Belle écoute à toutes et à tous. Bonjour Julien. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu ? Mais je vais très bien, merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis Julien Québec, je suis aromathérapeute et cosmétologue à la base et en 2012, j'ai écrit un livre qui s'appelait Adopter la slow cosmétique et qui a un peu malgré lui créé un mouvement. Le mouvement slow cosmétique aujourd'hui, c'est une association internationale qui remet un label, une boutique qui aide les marques labellisées, pour la plupart artisanales, à vendre leurs produits en ligne. Et par ailleurs, j'anime tout le réseau Slow Cosmétique et je milite aussi pour qu'on consomme la beauté moins mais mieux. On va revenir sur tout ça et sur tout ce que tu as entrepris au cours de ces, on peut dire, à peu près 8 dernières années depuis ton premier livre. Il y en a plein d'autres qui ont suivi. J'aime bien d'abord, pour commencer, poser à mes invités une petite question, à savoir s'ils se souviennent de leur premier geste écolo. Ah, mon tout premier geste écolo, il est très basique et aujourd'hui, il va peut-être paraître un peu simple, mais j'étais vraiment très très fan de la cosmétique, c'est-à-dire que à la fois professionnellement, mais même au niveau personnel. Donc, dès le début des années 2000, j'avais tendance à consommer énormément de cosmétiques. Et mon premier geste vraiment écolo, c'est lorsque j'ai lancé mon blog L'essentiel de Julien vers 2007-2008. J'ai remplacé le gel douche par le savon à froid. C'était une découverte, le savon à froid. Et ça m'a évité une bouteille en plastique et beaucoup d'eau dans un produit pour se laver. Donc, par la suite, évidemment, j'ai remplacé toute ma salle de bain. Mais c'est le premier geste, c'était celui-là. Et je voulais qu'on revienne justement sur cet aspect composition. Toi, qu'est-ce qui t'a intéressé en premier dans les cosmétiques ? Qu'est-ce que tu as recherché en premier ? Alors, il faut savoir qu'au départ, moi, je viens de la cosmétique conventionnelle. J'ai travaillé au lancement de marques en Europe comme Dr. Brandt, Smiley, c'est des marques qui étaient chez Sephora ou chez Marionneau qui étaient mes clients. Et donc, comme la plupart des professionnels de la cosmétique conventionnelle, je cherchais euh, une belle galénique, une belle formule au sens du toucher, au sens de l'efficacité. Et en fait, ce n'est qu'à partir de 2004, par là, où ma formation en aromathérapie est venue compléter ma formation de cosmétologue. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un fossé énorme entre justement ces formules qu'on percevait au niveau de leur toucher, de leur galénique, et ce qu'elles contenaient. Il y avait un fossé important puisqu'en fait, il y avait très peu de matières nobles et notamment les huiles essentielles qui étaient souvent mises en avant étaient noyées dans un océan de matières plastiques ou pétrochimiques. Donc,
À ce moment-là, moi, j'ai cherché des formules bio. J'ai commencé aussi à faire des tests, hein. J'étais dans les premiers à recommander l'utilisation d'huile végétale pure en guise de soin du soir ou en guise de démaquillant, de nettoyant. Et au fil du temps, j'ai cherché de plus en plus de simplicité, c'est-à-dire des formules courtes avec des ingrédients non transformés. Donc, c'est quoi? Ben, c'est des listing key qui sont composés de noms latins de plantes essentiellement. De par ta formation initiale, tu étais en mesure de comprendre ces compositions et de décrypter ces listes Inky? Ah oui, donc ça évidemment, ça m'a beaucoup aidé évidemment. Néanmoins, il faut savoir que beaucoup de enfin tous les cosmétologues en fait, nous sommes, c'est notre spécialité, donc forcément nous sommes, capables de décrypter toutes les listings key imaginables. Sauf qu'en fait, cette démarche, elle est pas vraiment, très importante pour un cosmétologue, hein. Le cosmétologue du conventionnel, il cherche surtout, comme je le disais, une galénique, un toucher, une texture et bon, voilà, au début des années, donc vers 2010, moi j'ai commencé sur mon blog l'essentiel de julien.com à dire aux gens, mais attendez, lisons ensemble les listing keys, voyons vraiment comment elles nous parlent du produit, parce qu'elles sont quelque part plus importantes que la publicité qu'on fait autour du produit. Et quand on se rend compte qu'il y a un fossé comme ça énorme entre ce qu'il y a dans le produit et ce que la publicité dit ou ce qu'on perçoit, eh bien, c'est ce que moi j'ai nommé le brainwashing cosmétique, donc le lavage de cerveau cosmétique. Il faut s'en détourner, il faut essayer de se libérer de ce diktat. Et c'est comme ça, en fait, que mon livre Adopter la slow cosmétique est né en 2012, parce que c'est d'abord et avant tout une volonté de se libérer de croyances. Par exemple, un produit de la marque Dior ou Chanel ou Guerlain n'est pas forcément plus noble en termes de composition qu'un produit bio ou qu'un produit slow cosmétique moins connu. C'est difficile, je trouve, en tant que consommateur lambda, sans aucune formation dans ce domaine-là, de réussir à décrypter une listing key et surtout, ça demande un effort. C'est, je trouve, une des raisons pour lesquelles votre site Slow Cosmétique est hyper agréable à utiliser, c'est parce qu'il n'y a pas du tout de secret de la listing key, il y a une totale transparence et j'imagine que c'est quelque chose que tu voulais rechercher jusqu'au bout et que tu mets en avant. Oui, c'est vrai que le mouvement slow cosmétique, clairement, a été un des premiers à insister sur la listing key. Après, moi, j'ai beaucoup vulgarisé avec les chroniques que j'animais sur France 5 ou sur la RTBF en télévision. J'ai toujours dit aux gens, regardez les 5 premiers ingrédients, essayez de repérer des noms de plantes en latin dedans, essayez de repérer des grosses lettres. S'il y en a, c'est pas bon signe. Donc, j'ai volontairement vulgarisé, simplifié un maximum. Je pense qu'avec ça, beaucoup de gens ont reçu les premières clés pour analyser les listing keys. Et puis après, on a ajouté quand même d'emblée des dimensions aussi d'honnêteté, d'allégation, puisque avec le label Slow Cosmétique, on ne s'intéresse pas qu'aux listes de composition, on s'intéresse aussi aux allégations. Il ne faut pas non plus trouver des cosmétiques qui vous promettent monts et merveilles, alors que ce ne sont que des cosmétiques. Et ça aussi, c'est important de pouvoir décrypter le message marketing d'un produit qui n'est pas toujours honnête au rayon cosmétique. Il y a un peu tromperie des consommateurs, tu dirais parfois? Ah ben, un peu beaucoup. En fait, je ne suis pas complotiste. Donc, chez L'Oréal, personne ne se dit ah ah ah, je vais faire du mal au consommateur et lui mentir. Par contre, il y a une tradition de l'allégation, de la promesse beauté, du discours cosmétique qui fait qu'on se retrouve avec un environnement soit anxiogène, par exemple, gommer les rides, effacer les taches, faites disparaître les boutons, ça, c'est typiquement du langage cosmétique qui nous fait penser que notre peau est imparfaite et vouloir sans cesse la rendre plus parfaite alors que ce n'est pas possible biologiquement parlant. Donc le discours anxiogène, c'est un problème, je pense. Et puis il y a le discours un petit peu poétique, hein, donc à la Yves Rocher ou à la Caudalie, à la Nux, où on met en avant la nature, mais où en fait le produit est juste rempli de pétrole et de plastique et d'eau. Et donc ça aussi, c'est toute une démarche de vouloir comprendre que c'est la réalité. C'est pas fait exprès. Ces marques en fait sont plutôt victimes de leur propre tradition. Sauf que nous, avec le mouvement Slow Cosmétique, on a voulu dire aux consommateurs qu'une autre cosmétique était possible et qu'elle était déjà là, en fait. C'est la cosmétique artisanale, la cosmétique biologique, artisanale et naturelle.
C'est quelque chose qu'on mettait finalement peu en avant, ou en tout cas, tu disais que tu travaillais auparavant pour Sephora, mais c'est vrai que, enfin, que Sephora était ton client. C'est vrai que chez Sephora, par exemple, cette cosmétique artisanale, plus traditionnelle, elle n'a pas du tout sa place, ou elle n'avait pas sa place à l'époque. Carrément. Donc en fait, en 2000, les années vraiment où moi j'étais actif dans la cosmétique conventionnelle, donc avant 2010, il n'y avait pas la place. Après 2010, il y a évidemment eu quand même l'essor des rayons cosmétiques en magasin bio. Ça a continué. Aujourd'hui, la slow cosmétique est passée par là. Rita Steens est passée par là. Bon, il y a plein d'autres influenceuses aussi. Les réseaux sociaux sont passés par là. Et donc aujourd'hui, le message paraît plus simple, plus voilà, plus partagé aussi, hein. Tout le monde sait plus ou moins que les cosmétiques conventionnels sont un peu trompeurs et que idéalement il faut aller vers du bio, du naturel, du simple. Mais c'était pas le cas en effet au début. Je pense qu'on y est arrivé. Maintenant, bon, il y a encore énormément de choses à faire parce que en pharmacie, en grand magasin de luxe, il y a encore des places qui sont à prendre, pas pour embêter les grandes marques, mais pour avoir une consommation plus honnête des cosmétiques et plus en phase avec le 21e siècle. D'ailleurs, pour rebondir sur les pharmacies, c'est vrai qu'avec le mouvement Slow Cosmétique, vous mettez beaucoup en avant les pharmaciens qui ont accepté de référencer quelques gammes slow cosmétique. C'est important pour toi de mêler cet aspect pharmacie et beauté conventionnelle et beauté artisanale, pardon. Oui, en fait, avec l'association Slow Cosmétique, on revendique complètement notre objectif qui est de développer le chiffre d'affaires de petits artisans qu'on a labellisés après un examen strict. Une fois que ces marques, elles sont labellisées, nous, on est là pour les aider. Et souvent, ces marques-là, elles sont régionales, elles sont départementales, elles ont besoin de se développer au niveau du chiffre d'affaires. Donc, si on peut les placer dans des pharmacies qui sont motivées à proposer du naturel, eh ben, tant mieux. Après, le pharmacien en particulier n'est pas plus intéressant que le magasin bio ou que la boutique spécialisée, mais c'est vrai que les pharmaciens intéressés par la démarche naturelle sont très motivés et ont des connaissances intéressantes en phytothérapie ou en cosmétologie. Du coup, bah, autant en profiter. C'est bon pour tout le monde. Avant qu'on continue sur le travail de l'association, j'aimerais bien peut-être juste que pour les auditeurs, tu reprennes cette notion de slow cosmétique, qui est un mouvement que tu as créé, donc tu le disais avec ton livre, et puis qui maintenant a pris une ampleur incroyable. Est-ce que tu peux nous définir la slow cosmétique? Alors, la slow cosmétique, c'est donc un mouvement qui est le petit frère du mouvement Slow Food. Ce sont d'ailleurs deux mouvements qui gèrent une marque déposée, hein. Slow Food, c'est une marque déposée, Slow Cosmétique aussi, gérée par une association de consommateurs et d'acteurs. Ce mouvement Slow Cosmétique, sa définition, c'est d'aider les gens à consommer moins mais mieux la beauté, moins en utilisant des ingrédients moins transformés et des produits multi-usages, par exemple les huiles végétales, les hydrolats, mieux en choisissant des produits nobles issus, si possible, de nos terroirs ou de nos artisanats. Un peu comme Slow Food le fait pour la nourriture, bah, en cosmétique aussi, il y a des savoir-faire, il y a des terroirs, des territoires et des ingrédients ancrés dans les régions. C'est ça la slow cosmétique aujourd'hui. C'est un mouvement voilà, qui est quand même bien cadré par notre association parce qu'on justement, on a un message à faire passer, le moins et le mieux, mais pas n'importe comment. En quoi est-ce que votre démarche est complémentaire à celle qui peut être menée par les labels bio, par exemple? Alors, les labels bio ont évidemment été les premiers à débroussailler le domaine de la cosmétique naturelle, puisqu'avec les labels bio, on a eu d'emblée, dès les années 90, des garanties de formules sans pétrochimie, sans perturbateurs endocriniens synthétiques, sans matières polluantes ou hautement irritantes, avec une bonne part d'ingrédients de l'agriculture biologique. Nous, avec le label Slow Cosmétique, on a voulu ajouter une dimension humaine. C'est-à-dire que nous, il suffit pas que la formule soit labellisable en bio, il faut en plus que l'entreprise soit contrôlée par une famille, contrôle familial. Il faut que le marketing soit honnête, donc et réponde à nos critères sur les allégations. Donc pas de promesses anxiogènes et pas non plus de promesses farfelues. Et puis, bien sûr, il faut un modèle d'entreprise humain
avec une bonne gestion des ressources humaines et du respect de la vie animale. Les labels véganes, c'est autre chose. Là, ils sont centrés uniquement sur l'absence de cruauté sur les animaux et l'absence d'ingrédients animaux. Voilà, c'est un peu complémentaire, je dirais. Mais nous, le label Slow Cosmétique n'est pas un label vegan puisque il y a du miel qui est utilisé dans beaucoup de savons chez des marques Slow Cosmétiques. Il y a des laits, comme le lait d'ânesse aussi, qui est toléré dans certaines conditions par le label Slow Cosmétique. Oui, donc c'est vraiment une autre approche et une autre vision de la cosmétique. Vous vous éloignez quand même finalement pas mal de ce qui est fait par des labels comme Cosme Bio et EcoCert, où on peut finalement retrouver des très grandes marques qui auront une de leurs gammes labellisée. Oui, alors on ne s'éloigne pas d'eux parce que le travail est complémentaire et c'est quand même très important d'avoir les labels bio pour la défense d'une cosmétique plus saine et biologique au niveau de l'agriculture biologique. Nous, par contre, en effet, on va inclure une dimension, comme je le disais, de gestion humaine, financière et marketing de l'entreprise. Et donc, forcément, il y a une cohérence qui doit être présente dans la marque. On va pas pouvoir labelliser une marque qui émanerait du groupe L'Oréal parce que on estime quand même que les marques qui émanent de ce groupe ne peuvent pas dédouaner tout ce qui est fait par le groupe en termes de cosmétiques conventionnels. Donc là, c'est complètement revendiqué. Le label Slow Cosmétique, ça n'intéresse les consommatrices que dans la mesure où ces consommatrices aiment soutenir plutôt les circuits courts, plutôt l'artisanat, plutôt les ingrédients de nos régions ou en tout cas les ingrédients nobles végétaux, etc. Et donc, quand tu as créé ce label et que tu as eu envie, j'imagine, de labelliser des marques, comment tu t'y es pris? Quelles ont été les premières marques à faire partie de la grande famille Slow Cosmétique? Aujourd'hui, il y en a beaucoup trop pour qu'on puisse toutes les citer, mais celles qui étaient à la jeunesse du projet. Alors, au départ, le mouvement Slow Cosmétique, c'était moi jamais quand j'écrivais le livre, jamais j'aurais cru qu'il y aurait une association qui aurait un label. Le livre, c'était juste un plaidoyer pour faire des recettes, s'orienter différemment dans les rayons, décrypter, faire soi-même, etc. Après, le label est venu l'année suivante, à la demande souvent de membres en fait qui disaient c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on doit acheter, quels produits on doit prendre. Et là, on a développé un label qui a beaucoup évolué depuis, qui est plus strict en fait maintenant qu'en 2013. Les premières marques labellisées, c'était des marques de savon à froid. Il y avait Gaïa par exemple. Il y avait déjà la savonnerie du Nouveau Monde. Très vite après, il y a eu des marques zéro déchet comme Pachamama et l'Amazuna, qui n'étaient pas certifiables en bio d'ailleurs à l'époque et qui étaient contentes de voir qu'un label pouvait quand même féliciter leur travail, surtout pour l'intérêt écologique qu'elles avaient. Après, il y avait des marques plutôt d'aromathérapie, comme les Simples et Divines ou de Saint-Hilaire, qui sont en fait des distilleries d'huile essentielle qui ont étendu leur gamme à des produits un peu plus complexes après. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as fait la démarche de contacter ces marques ou c'est ces marques qui sont naturellement venues à toi en te demandant une solution pour qu'on puisse aussi les identifier comme adhérents à ce mouvement? Alors au début, avec quelques bénévoles, il y avait Mélanie de Vert Citron qui co-dirigeait l'association avec moi. On allait vers les marques. Mais très vite, en fait, à partir de 2014-15, c'est les marques qui sont venues vers le label. Et aujourd'hui, très honnêtement, ça nous arrive encore d'aller vers une marque, mais c'est rare parce qu'il y a tellement de marques qui veulent le label Slow Cosmétique qu'on a déjà du mal à gérer les demandes entrantes. Et par ailleurs, pour l'examen sérieux, on a besoin d'avoir accès à des documents confidentiels, notamment les DIP, les dossiers informations produits. Donc d'office, la marque doit être prévenue quand elle est examinée, elle doit participer, elle doit fournir des documents, remplir des questionnaires. Donc voilà, maintenant, c'est plutôt les marques qui viennent vers nous. Et il y a une étude quand même assez poussée hein, pour être passé par là avec la marque de mon papa, on en parlait avant de débuter l'enregistrement, mais il y a quand même une étude assez poussée des compositions, de l'entreprise, des dossiers cosmétiques comme tu le disais. Combien de temps ça vous prend à vous, association, pour analyser une marque et prendre votre décision de l'inclure ou pas dans le label?
Alors, ça prend environ 3 mois. Donc, on a 3 à 4 éditions du label par an. En effet, c'est très long parce que au niveau des formules, ça va parce qu'il y a bon, ben, on voit très vite si la marque utilise ou non des ingrédients polémiques. Par contre, au niveau du contrôle de l'entreprise, du rassemblement des documents, de tout l'examen des allégations, donc toutes les étiquettes, tous les packs, tout le site internet, ça va prendre plus de temps. Et en plus, on travaille avec des jurés experts bénévoles qui font ça quand elles peuvent, hein, donc je dis elles parce que c'est une majorité de femmes. Puis il y a les avis du public qu'on doit récolter au fil de ces 3 mois. Donc sur slowcosmetic.org, le site de l'asso qui n'est pas la boutique, vous pouvez voir les candidats en permanence et faire des commentaires vous-même en tant que public. Peu de gens le savent, mais il y en a quand même de plus en plus qui participent, tant mieux. Et donc voilà, 3 mois, ça prend 3 mois, parfois un peu plus. Si par exemple la marque n'a pas tous les documents, bah, forcément ça va traîner. Un peu plus tard, vous est venue l'envie aussi de proposer cette boutique en ligne afin de regrouper les marques et de créer une sorte de marketplace. Comme tu le disais, c'était aussi pour offrir une certaine visibilité aux marques. C'est quelque chose d'important pour toi que ces marques puissent aussi espérer avoir de nouveaux clients et sortir de leur cercle parfois un peu restreint. Oui, voilà, en fait, en 2015, une quarantaine de marques labellisées nous disaient c'est super, vous communiquez beaucoup, le label nous aide, mais quand même, c'est tellement dur d'être distribué. On est petit, on aimerait bien augmenter nos chiffres d'affaires. Et donc, nous, bon, bah, à l'époque, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a eu l'idée de cette marketplace. On a contacté une start-up de Roubaix. À Roubaix, il y a beaucoup de gens dans le e-commerce. Et en effet, l'idée de la marketplace, à l'époque, en vente dropship, donc à l'époque, c'était simplement une quarantaine d'artisans du réseau qui vendaient leurs produits en direct, qui envoyaient leurs colis en direct. Après, ça a changé. Maintenant, il y a carrément un stock tampon à Roubaix avec une plateforme logistique pour que les clients reçoivent un seul colis pour que ce soit plus écologique et plus efficace. Et aujourd'hui, il y a plus de 158 marques sur cette plateforme et plus de 5000 produits. Donc c'est devenu évidemment beaucoup plus important. Mais le but, c'était en effet de rendre la cosmétique locale, artisanale et naturelle accessible au plus grand nombre. Vous avez d'ailleurs débuté, si je me trompe pas, avec les marchés Slow Cosmétiques, non? Tout à fait, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que l'association a fait dès le départ. On a commencé, je pense, en 2014, 2013, 2014, je sais plus, à Paris. C'était génial parce qu'on rassemblait des marques slow cosmétiques dans un espace et les gens pouvaient venir voir, toucher, sentir les produits. Et depuis, on l'a toujours fait 2 fois par an, sauf cette année, malheureusement, avec le Covid. On a dû annuler le marché slow cosmétique de Lyon en mai dernier. Et là, on vient d'annuler le marché slow cosmétique de Paris qui devait se tenir le 28 novembre cette année à Paris. Chaque année, c'est toujours à Paris qu'on termine l'année. Ce sera pour l'année prochaine et puis en attendant, les auditeurs et auditrices peuvent retrouver tous les produits sur la plateforme Marketplace. Et donc toi, Julien, en parallèle de gérer cette association, tu as continué à écrire, puisqu'il semblerait que ce soit une de tes passions. Tu as continué à écrire des livres axés cosmétiques encore. Qu'est-ce que tu as écrit depuis 2012? Alors, en 2013, j'ai écrit Les huiles végétales, c'est malin, puisqu'en fait, moi, je me suis quand même fortement spécialisé dans l'utilisation des huiles végétales au quotidien et la qualité des acides gras qu'on met sur notre peau ou qu'on ingère. C'est un livre qui est paru chez Le Duc, mon éditeur historique. Ensuite, j'ai écrit également Je soigne ma peau au naturel, un livre plutôt de dermatologie naturelle avec Annie Casamayou qui est naturopathe. Je soigne ma peau au naturel, ça concerne surtout l'acné, l'eczéma, le psoriasis, les maladies de la peau. Ensuite, on a écrit pas mal de livres autour de la slow cosmétique. Il y a le guide visuel qui existe toujours, qui est un livre de recettes illustrées. Il y a également Bien-être au naturel qui est paru chez Solar, qui en fait là reprend toutes mes chroniques de télé dans un seul livre, avec des conseils sympas pour le quotidien au naturel. Et Ma famille slow cosmétique, tout récemment, c'est un livre où là, on va pouvoir vraiment s'occuper de soi, mais aussi de bébés, des enfants, des adolescents, des hommes,
Bon, les hommes aussi s'occupent très bien d'eux-mêmes tout seuls, hein, donc c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, avec des gestes pour se raser, pour se doucher, pour se laver les cheveux d'une façon plus écologique. Toi, tu es vraiment dans cette démarche pédagogue. Oui, voilà, moi je continue aussi à faire des vidéos, à intervenir dans les médias. Moi, mon but, c'est vraiment ça, c'est de sensibiliser les gens à consommer moins mais mieux la beauté. Bon, le gros du travail est fait parce que c'est pas grâce à moi, c'est plutôt grâce aux réseaux sociaux. Je dois dire que le message s'est vachement diffusé avec l'essor d'Instagram. Aujourd'hui, il arrive même que des gens me disent: «Ah mais c'est pas nouveau, ce que tu dis, je le sais». Je dis: «Bah oui, mais on n'était que 2 à le dire en 2008, alors forcément». Mais en même temps, c'est bien, ça veut dire que la pédagogie justement, elle est passée. Et après, il y a plein de petits pédagogues maintenant. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont un compte Instagram green et qui montrent comment bah, ils fabriquent un savon, comment ils utilisent un shampoing solide, comment ils vont plutôt opter pour une brosse à dents compostable, etc. Donc, c'est de la pédagogie maintenant qui est devenue assez, assez globale, assez générale. Pour revenir sur cette histoire de composition, il y a une question qui m'a beaucoup été posée par les auditeurs et les auditrices de Basilic, parce que j'ai déjà enregistré plusieurs épisodes consacrés aux cosmétiques, et beaucoup d'entre eux se questionnaient et ne comprenaient pas pourquoi est-ce que les Inky étaient toujours en anglais et en latin. L'un des arguments étant de dire que ça compliquait les choses plutôt que de les simplifier et que c'était assez, peu lisible, en fait, pour le consommateur. Est-ce que toi, tu sais pourquoi c'est en anglais et en latin? Oui, donc la réglementation cosmétique est européenne. La réglementation cosmétique a été dictée dans les années 90 pour l'Union européenne en prescrivant l'obligation d'afficher les INCI. Et l'Inky, le langage Inky, ça a toujours été l'anglais et le latin. Pourquoi? Parce que c'est en fait le dénominateur commun. Le but du jeu, c'est que tout le monde comprenne. Alors au final, évidemment, c'est à double tranchant parce que quand on utilise des langues soi-disant universelles, bah, on croit que tout le monde les comprend, mais non, forcément, quelqu'un qui est français, qui parle que le français et un peu l'anglais, il va avoir du mal, et le latin, n'en parlons pas, personne ne le comprend. Mais donc voilà, c'est comme le langage qu'on applique à la botanique. En botanique, on parle latin aussi. Donc le but était bon, le but c'était d'avoir un langage universel pour tout le monde. Le, le résultat, par contre, n'est pas super bon. C'est pour ça, par exemple, que sur slowcosmetic.com, on traduit en français les inky. Et certaines marques aussi, hein, labellisées So Cosmétique, elles ont tendance aussi à traduire les inky. Mais alors là, il faut faire attention parce que il faut traduire de façon honnête. Par exemple, Dicaprylyl Ether, bon bah il faut expliquer que c'est un corps dérivé du végétal mais très transformé et dire à quoi il sert. Donc parfois c'est un peu plus long aussi en français. Ouais, c'est plus long et puis ça demande quand même une certaine honnêteté et transparence, de la marque. Bah, je dis ça parce que, par exemple, Garnier Bio, qui est une marque très sympa et bio en grande surface, qui est sortie il y a pas très longtemps, l'année dernière, euh, traduit ses Inky sur ses emballages en français, mais en fait, pour des dérivés d'huile de coco très très transformés, ils mettent huile de coco. Ils mettent pas dérivés très transformés de l'huile de coco. Et donc, la consommatrice, elle n'a pas forcément d'emblée l'idée de l'impact écologique de l'ingrédient. Donc voilà, moi personnellement, je suis quand même un partisan du langage Inky. Au moins, il met tout le monde d'accord. Et la traduction, évidemment, c'est un plus, pour autant qu'elle soit faite de façon honnête. Après, de toute façon, pour les auditeurs et auditrices qui auraient du mal à identifier et à décrypter une formule Linky, il y a quand même des sites internet, je pense à La Vérité sur les cosmétiques, par exemple, mais sur lequel on peut juste rentrer l'ingrédient qui nous pose un petit peu problème et qu'on n'arrive pas forcément à identifier. Et tout de suite, ça nous sort l'ingrédient, ça nous le traduit en français. Et puis, il y a un système de smiley qui nous permet aussi de définir si l'ingrédient est bon pour la santé, la planète ou pas du tout. Les applications cosmétiques aussi sont utiles pour ça. Bon, il y en a des bonnes, des moins bonnes.
mais en général, c'est toujours un bon outil de décryptage ingrédient par ingrédient. Après, nous, avec l'association Slow Cosmétique, tout récemment, on a communiqué sur le fait que les applications cosmétiques, c'était top pour décrypter les formules, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que la formule, il faut une formule propre, mais il faut aussi savoir qui fabrique le produit, comment, à quelles conditions, quel est le message. On pense que la cosmétique, elle a aussi un sens, quel est le sens donné au produit. Et c'est pour ça que les labels sont bien complémentaires des applis de décryptage parce que les labels peuvent englober plusieurs critères, pas seulement la formule. Le fait d'utiliser une appli, finalement, ça déshumanise aussi l'entreprise qui est derrière et on peut très bien imaginer que certaines entreprises de cosmétiques font tout pour avoir une super note dans telle ou telle application, mais que derrière, elles laissent de côté certains critères humains, éthiques. Avec une appli, on ne peut pas intégrer une dimension qui forcément est un petit peu plus immatérielle, comme quel est le cycle marketing des produits, le rythme de sortie des produits, hein, parce qu'il y a des marques qui ont l'art comme ça de sortir 13 produits à la douzaine et de nous inciter à surconsommer. Ça, on ne peut pas le savoir avec une appli. Donc, si on veut une consommation raisonnable des cosmétiques, les labels bio et le label Slow Cosmétique, ils ont tout leur sens. Parfait. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là, Julien. C'était très intéressant. C'est un beau podcast, Basilic, donc j'étais très fier de pouvoir y participer. Enfin. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Je ne peux que vous encourager à vous rendre sur le site de Slow Cosmétique pour découvrir les dizaines de marques mises en lumière par le label. N'hésitez pas à partager votre écoute sur Instagram en taguant Basilic Podcast. Je vous donne rendez-vous jeudi pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.